Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier vidéo sur le jeu Luthier publié par Paverson Games en 2025. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et couvrir la mise en place. Hérésie, surprise et consternation générale sur la chaîne. Marco couvre un euro. Est-ce dire que je vais devenir mainstream et que je vais maintenant là, me diriger vers les jeux plus populaires et abandonner ma niche de Wargamer? La réponse est évidemment non. Mais je dois confesser que ça l'arrive une fois de temps en temps que j'apprécie un euro. Et c'est le cas de Luthier, puis c'est pour ça que je vais le couvrir. Fait que, comme on dit, à l'âge où je suis rendu, je couvre uniquement des jeux qui m'intéressent. Puis si ça donne que c'est un euro, ben écoute, tant mieux ou tant pis, dépendamment de vos goûts personnels. Puis évidemment, là, je suis conscient que ce jeu-là, étant assez mainstream, a été couvert par 100 millions d'autres personnes que moi. Il est même disponible en français. Mais savez-vous quoi, je m'en calisse. Puis je le couvre pareil parce que je l'ai aimé. Là. Fait que, à la limite, ça sera fait avec mon style, qui déjà est assez différent de ce qu'il y a d'autre ailleurs. Qu'est-ce qui fait que Marco peut s'intéresser à un euro? Ben, un premier argument, c'est que le jeu est superbe. Ce jeu-là est fucking superbe. Fait que ceux qui me connaissent là, savent que Terry Leeds est une de mes idoles, peut-être au niveau américain, en termes de graphics design. Ben, Vincent Dutray probablement décroche ce titre-là du côté français. Le jeu est stunning, comme on dit, là, le board, déjà le box cover ciboire, c'est quand même quelque chose. Là. Puis là, toutes les cartes aussi là, sont vraiment, vraiment là, incroyables. Là, ça vous met dans le thème instantanément. Parlant de thème, ça l'aide que le jeu soit thématique. Ça l'est jusqu'à un certain point. T'sais, au moins, on n'est pas là en train de vendre des choses dans la Méditerranée, là, le fameux thème usé à la corde des euros. Là. Mais pour être clair, là, dans Luthier, vous personnifiez une famille qui apparemment a déjà existé. Là, la majorité des familles qui sont, si c'est pas, ben, je pense toutes les familles qui sont disponibles dans le jeu, il y a un petit peu de flavor en arrière de leur tuile là, pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, là, puis comment ils sont devenus, entre guillemets, célèbres. Là. Fait que vous incarnez de véritables familles qui, de père en fils ou même père en fille ou mère en fille, peu importe, là, dans ce temps-là, là, souvent c'était une business très, très familiale où à peu près là, tous les membres de la famille mettaient l'épaule à la roue. Là. Vous incarnez de familles qui fabriquent et réparent des instruments de musique haut de gamme pour des personnes célèbres, là, des grands compositeurs, puis envoyez donc, là, puis là, votre famille là, s'étend de génération en génération parce que vous passez quand même à travers 3 époques, là, si on veut. Là, fait que vous incarnez pas nécessairement un seul fabricant ou réparateur d'instruments de musique, là, mais toute la famille. Ce qui justifie les quelques workers que vous allez avoir qui sont dans le fond des membres de familles différents. Au niveau du plateau, il n'y a pas tant de logique que ça, mais on reconnaît bon, le salon pour aller un peu, entre guillemets, cruiser des personnages influents qui pourraient être intéressés par vos instruments. Un truc pour faire des performances, un orchestre, un balcon, les choses de réparation, puis la guilde où est-ce que vous pouvez aller chercher là, des nouveaux instruments. Là, puis un marché où est-ce que vous pouvez aller vous procurer vos affaires. Fait que, au moins, il y a un petit effort qui a été fait au niveau de la thématique. Ça, c'est un gros point aussi qui est intéressant pour moi. L'autre affaire, c'est qu'il est sur Board Game Arena. En mode bêta au moment où j'enregistre cette vidéo-là, mais n'empêche, quand quelque chose arrive en mode bêta sur Board Game Arena, c'est assez solide parce qu'il y a une phase alpha avant. Fait que moi, j'ai joué une game sur Board Game Arena, j'ai pas pogné aucun bug, mais je vois des updates passer pour des. Ça commence à être des updates pour des interactions un petit peu obscures entre une certaine carte et une certaine situation qui arrive dans le jeu. Là. Mais Board Game Arena, pour moi, c'est toujours un plus ou vassal. Tant que je peux jouer en différé, là, ce que Board Game Arena appelle en turn-based, ou en mode asynchrone, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. On appelait ça le play by email avant, mais c'est plus très pertinent parce qu'on s'envoie plus d'emails nécessairement quand c'est notre tour. Là. Mais sur deux choses sur Board Game Arena, ça me permet de pas, ça peut sembler contradictoire, mais ça me permet de pas gaspiller mon temps précieux de gaming en personne. Fait que je jouerais peut-être pas à ça dans un game day avec mes chums ou au Stack Academy que je fréquente puis tout ça, parce que là, j'aurais l'impression que j'ai passé à côté d'opportunités. Fait que quand même, je suis pas un super fan de euro pour ça, tandis que Board Game Arena, Vassal joue chez nous une couple de minutes par jour, puis ça paraît même pas là, finalement là, dans mon horaire. Puis ça me laisse le temps de penser. De jouer en différé me laisse le temps de penser. Fait que les euros,
encore plus, je trouve, moi, que les wargames, tout est une question de point de vue, I guess, là, mais c'est des jeux qui demandent vraiment beaucoup de réflexion. Les wargames, tu es sauvé par la luck un petit peu à un moment donné. Tu fais une attaque, tu brasses un dé, puis tu peux trop blâmer la chance. Mais souvent, dans ces jeux-là, il y a très peu de luck. Tu sais, là, si tu planifies tes affaires comme faut, si tu planifies tous tes moves comme faut, ça devrait bien aller. Puis ça demande du temps. Puis je me sens trop mal à une table de prendre ce temps-là pour réfléchir pendant que les autres commencent à sortir leur téléphone, là, puis taper du pied parce qu'ils attendent après moi. Fait que, on vieillit, on pense moins vite aussi, là. Fait qu'il y a un peu de ça, c'est plus dur d'optimiser nos affaires. Fait que moi, en différé, c'est vraiment parfait pour moi que ce soit Vassal ou Board Game Arena. Là, je vous montre le module Tabletop Simulator qui est à 80% correct. Je pense qu'il a été designé puis mis en ligne par l'éditeur lui-même alors que le jeu était sur la fin de son développement. Vous allez voir des affaires de même placeholder art sur certaines composantes qui n'avaient même pas été finies. Il y a certaines icônes qui ont été changées, probablement suite à du feedback de dernière minute pour dire ah, Chris, cette icône-là est mêlant par rapport à cette icône-là. Je pense entre autres à l'icône des instruments à cordes, puis l'icône des instruments à vent. Là. Il a changé à la dernière minute parce que quand tu regardes ça, c'est pas nécessairement évident. L'icône des instruments à vent, il ressemble pas mal plus à une trompette maintenant. Là, fait qu'il n'y a vraiment pas de doute. Là. Fait que, s'il y a des affaires là même qui ont été changées à la dernière minute, je vous dirais que le module est 80% bon. Si je spot des affaires de même que je sais que ça l'a changé là, à vue d'œil, là, je vais le mentionner. Ça va avoir le traitement royal, ce jeu-là, une full playlist. Moi, j'ai joué à 3, fait que, qui est le sweet spot selon BGG. Fait que je vais vous l'enseigner là, comme si vous étiez 3 en essayant de penser aux différences au travers. Là. Et évidemment, chaque player count a ses petites particularités. Là. Fait qu'allons-y, I guess, sans plus tarder. Fait que quand vous allez faire le setup de ce jeu-là, vous allez commencer. Il y a 15, on appelle ça des Public Awards, là, qui sont des objectifs globaux qui sont communs pour tous les joueurs. Vous allez en choisir finalement 3. Je pense que ça, c'est un par joueur qui est dans le game, justement. Là. Fait que dans TTS, ils sont tous dans ce pochon-là. Fait qu'on va sortir ça. Puis on va dire, tiens, voici notre premier award. Et vous allez virer ces patentes-là ici, là, qui sont des blanks. Là. Parce que tout a été pensé dans ce jeu-là. Là, c'est vraiment fait pour être mis là, au sommet de cette espèce de patente-là puis de plateau-là. Là. Puis, évidemment, là, c'est le bienvenu dans le festival de l'iconographie. Là. Je ne passerai pas nécessairement là, toutes les icônes. Vous avez une feuille de référence qui est ici. Là, vous allez dire, Chris, je pensais que Marco, il haïssait les icônes. Non, il haïssait pas mal les icônes, Marco. Mais bon, des fois, il est prêt à travailler. Puis il est prêt à regarder. Là. Mais, fait que, par exemple, ça ici, je le sais que c'est d'avoir un certain nombre de patrons complétés dans l'époque qui est identifiée ici. Là. L'époque étant, dans ce cas-là, l'époque baroque. Fait que le jeu est divisé en 3 époques. Là. Il y a baroque, classique, puis il y a romantique. Puis les instruments, évidemment, sont divisés en 3. Instruments à cordes, instruments à vent, puis instruments à percussion. Ça, c'est quand même une notion assez importante. Là. Puis ça, ici, l'instrument avec une espèce de bijou. What the fuck is that? Ce qui est de bijoux, ce qui est de bijoux, ce qui est de bijoux. Double-sided, cette petite patente-là. Chris, il est pas là. C'est bon. Non. Fait que celui-là, j'aurais aucune hostie d'idée. C'est quoi? Faudrait que je me réfère dans le rulebook ou c'est peut-être un mismatch en cola de la Word par rapport à Tabletop Simulator. Là. Mais bref. Ça ici, par exemple, c'est nombre d'instruments complétés dans l'ère classique. Là. Fait que nombre d'instruments complétés que vous avez ici. Bref. On n'est pas là pour expliquer tous les fucking Public Awards. Et la toute première chose que vous allez faire dans le setup, c'est que vous allez piger un Public Award que vous allez mettre au top du board comme ça par joueur que vous avez. Fait que là, une des premières choses qui assure la replayability, ça évidemment, ça devient un de vos buts dans la vie parce que vous êtes officiellement en compétition avec les autres joueurs pour voir qui est le premier qui va réussir à aller chercher ça ou qui est celui qui va réussir à aller chercher le plus juicy de ces awards-là. Parce que comme dans beaucoup de ces jeux-là, vous pouvez être chicken puis aller là une fois que vous avez un instrument dans l'ère classique. Là, vous allez avoir une récompense somme toute modeste. Ou vous pouvez attendre d'en avoir 2 ou même attendre d'en avoir 3 pour aller chercher une plus grosse récompense. Là. Ensuite, vous allez brasser. Le deck vient avec 30 patrons. Je pense qu'il y a 15 patrons A puis 15 patrons B. Ça, c'est un autre changement qu'il y a eu par rapport à Tabletop Simulator. Dans le bas ici du dos de la carte, vous voyez le chiffre 1. Puis il y a des patrons que vous allez avoir le chiffre 2 dans Tabletop Simulator. C'est devenu des A et des B.
ce qui est une crise de bonne idée parce qu'il y a déjà des 1 puis des 2 ici, là, puis ça n'a pas rapport pantoute, fait que ça venait fucker le chien avec cette patente-là. Fait que vous allez shuffler les 15 patrons B, vous allez les mettre là, vous allez shuffler les 15 patrons A, vous allez les venir mettre par-dessus, on passe les A avant de passer les B, puis il vient un temps même où on se débarrasse des A complètement là, qui nous restent. Là. Fait que vous allez venir shuffler ce deck-là. N'ajustez pas votre appareil. L'endos de chacune de ces cartes-là est différent. Fait que c'est toutes des cartes de patron. Fait que c'est un cas où vous devez shuffler en dessous de la table, I guess, ou sans nécessairement regarder pour que 1, 2, 3 go, vous arrêtez. Parce que la carte qui est sur le dessus ici, on sait très bien que c'est Madame de Pompadour. Il n'y a aucun doute. Si je la prends puis je la flippe, c'est bel et bien Madame de Pompadour qui est là. Fait que vous allez toujours voir sur le dessus du deck quel est le prochain patron qui s'en vient parce que ça peut être important dans vos préparations. Là. Mais pour l'instant, vous faites ça. Vous allez faire ça avec le deck de performance qui, lui, n'est pas splitté en deux. Les 24 cartes de performance, vous allez les shuffler. Encore une fois, en dessous de la table, parce que lui, au backside, en haut à gauche, vous voyez finalement quelle époque cette performance-là concerne, I guess. Là. Fait qu'ici, on voit le symbole là, de l'époque baroque. Là. En passant à l'époque baroque, les couleurs ont changé aussi sur le board ici. Là. Fait que romantique est comme rose, puis bref, les couleurs ont changé par rapport à ce que vous voyez là, mais c'est toujours quand même baroque à gauche, classique au centre, puis romantique à droite. Là. Fait que shuffler le deck de performance à tata, vous allez shuffler les 39 instruments aussi, même affaire en dessous de la table, parce que eux autres aussi, au minimum en haut, vous êtes capable de voir, comme là, je suis capable de voir l'ancienne icône des instruments avant, je le sais que c'est un instrument avant qui est sur le dessus. Même affaire avec le repair deck que vous allez shuffler et que vous allez mettre en dessous de la table parce que lui aussi, en haut à droite, vous êtes capable de voir le type d'instrument qui va être le premier à sortir. Fait qu'une fois que ces decks-là sont shufflés, OK, là, vous allez remplir le mini-market qui est ici. Là. Fait que, par exemple, là, je prendrais la fameuse Madame de Pompadour, je viendrais la mettre là. Nous avons Frédéric II qui est ici, le comte von machin truc qui est là, puis un autre bonhomme qui est ici. Vous remplissez uniquement les cases qui concernent votre player count. Fait que, par exemple, fait que là, au salon, j'ai vraiment rempli les 4 trucs. Par contre, au niveau des performances, étant donné qu'on joue à 3, on ne viendra pas remplir cette case-là. Fait que là, je vais prendre celle-là, venez mettre ça là, venez mettre ça là, venez mettre ça là. Même affaire avec les instruments ici. Qu'eux autres, c'est la totale. Fait que, tu sais, on voit, bon, le placeholder art, OK, là, mais qu'est-ce qu'en l'art est final? Si, boire que c'est beau. Chris, que c'est beau. C'est des instruments, là, mais c'est... holy shit, c'est superbe. Puis même affaire au niveau de la guilde, sauf que la guilde en a une case à 4 qu'on remplit pas. Fait qu'on va venir mettre ça, puis mettre ça ici. J'étudie la guilde. En tout cas, c'est le repair et titre. La guilde est en haut. Right, vous allez venir mettre le marqueur de round sur la case 1 ici. Là. Le jeu va durer un maximum de 6 rounds. On se promène comme ça. Ensuite, vous allez venir shuffler les 15 petites cartes de market qui sont ici. Puis vous allez prendre la 16e qui est comme la starting card qui doit avoir une petite affaire à tout quoi de différent. Dans le jeu physique, elle doit avoir de quoi de différent où elle s'appelle M1 au minimum de ce que je peux voir en bas à droite. Là. Mais vous allez toujours commencer avec la carte de base qui va aller sur le top. La carte de base, au pire aller, est facile à reconnaître. Là, il y a 3 matériaux dans le game. Là. Il y a des poils d'animaux, du bois, puis du métal. Okay? Fait que ça, les icônes ont changé. L'icône du métal, je pense, a changé vraiment à la dernière minute. Là. Puis ce que je viens de les nommer en ordre croissant de valeur, finalement. Mais ici, vous allez toujours avoir une référence pour dire, bon, ben, les poils d'animaux, ça va coûter entre 1 et 3. Le bois va coûter entre 2 et 4. Puis le métal va coûter entre 4 et 6. C'est un petit indicateur pour vous montrer à quel point là, vous êtes capable de faire une bonne affaire ici dans le marché. La carte de base, sans surprise, va être dans le milieu pour les 3 patentes. Mais au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez voir des prix comme là, ici, on a une carte là, où est-ce que les poils d'animaux sont chers. Fait que là, c'est le bon timing pour vendre des poils d'animaux, puis c'est un mauvais timing pour les acheter. À l'inverse, si ça avait été à 1$, c'est un petit bon timing pour les acheter. Puis des fois, le market, c'est tout simplement de la spéculation où est-ce que vous allez, comme on dit, là, acheter bas puis vendre haut. Là. Mais bon, c'est pas garanti que vous allez avoir les prix que vous voulez au moment où vous le voulez, mais au début, c'est un peu neutre puis moyen pour tout le monde avec les valeurs de base qui sont ici. Là. Ensuite, vous allez brasser le deck qu'on appelle des patrons royaux. Même affaire, vous allez le brasser probablement en dessous du
en dessous de la table parce que vous avez les noms qui apparaissent à l'endos. Fait que bref, vous allez brasser ce deck-là qui va être utilisé à un moment donné, puis vous allez conserver uniquement un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 1. Donc, dans une game à 3, vous allez conserver 4 cartes de ça. Puis vous allez faire la même affaire avec les 3 decks des workers spécialisés, qui eux autres ont tous la même backside. Fait que vous allez les shuffler. Puis il y en a 7 par défaut de chaque. Là. Fait que dans une game à 3, j'en garderai 4 de ce type-là, 4 de ce type-là, puis 4 de ce type-là. Puis 4 Royal Patrons aussi au hasard. Puis les Royal Patrons, je pense qu'il y en a 3 différents. Joseph II, la reine Victoria, puis Louis XIV, puis ils viennent en plusieurs exemplaires avec peut-être des petites nuances dedans, là, mais bref, vous n'aurez pas tout le temps les mêmes, ça non plus, à chaque game. Même affaire pour ça, même affaire pour ça, même affaire pour ça. Là. Fait que ça, c'est pour le setup un peu commun. Maintenant, chaque joueur reçoit une espèce de player board ici, là, qui appelle officiellement, je pense, le workbench. Là. Vous allez choisir une couleur, vous allez avoir un hostie de paquet de cossins à cette couleur-là. Vous allez commencer par venir mettre ce que le jeu appelle vos awards publics là, qui vont venir recouvrir ici les 3 spaces que vous avez sur votre board, celui-là, puis celui-là. Fait que, en gros, quand vous allez claimer une patente comme ça, vous allez prendre ce truc-là puis vous allez le déplacer dessus, ce qui, en plus de vous donner des points de victoire, va vous donner une habilité spéciale ou un cadeau que vous avez sur votre player board. C'est le même. Il n'y a pas tant d'asymétrie que ça dans le jeu. Je vais en parler à la toute fin du setup. Là. Cherchez pas d'asymétrie sur les player boards comme tel, il n'y en a pas. Là. Tout le monde a les mêmes. Fait qu'ici, les petits powers spéciaux, là, c'est la même affaire pour tout le monde, pour toutes les couleurs. Vous allez prendre les workers dans ce jeu-là, sont des jetons numérotés comme ça, double-sided pour être capable de les cacher. Là. Fait que vous allez prendre au début vos jetons 1, 3 et 5. Vous allez commencer la game avec ces 3-là. Les autres sont mis de côté. Vous allez mettre un petit cube de votre couleur à gauche vis-à-vis vos 3 slots de patron que vous avez ici. Vous allez mettre votre marqueur de prestige à 0 sur la belle track de points de victoire qui ressemble à une partition musicale. Encore là, c'est très beau. Vous allez venir mettre une coupe de vos Family Crest. D'abord, une proche du turn order, mais le turn order n'a pas encore été déterminé. C'est la dernière step du setup. Vous allez venir en mettre un autre au début de chacune des 3 tracks sur lesquelles vous allez pouvoir avancer dans la game. Là. Fait que, ce qu'on appelle la track de réputation, ce qu'on appelle la track de performance, puis la track de craft que vous allez remettre ici tout au départ en même temps que à la même place que les autres. Vous allez prendre votre espèce de petite charrette de market, puis vous allez venir la crisser à gauche du market pour dire que vous n'êtes pas encore allé au market ce tour-là. Puis vous allez prendre vos 3 apprentis, puis vous allez venir les crisser ici. Ensuite, puis c'est là où, comme je disais, là, il faut se casser le ciboulot un petit peu. Là. Chaque joueur va recevoir 2 instruments de ce deck-là, 2 patrons de ce deck-là, 4, je veux dire, personal goal de ce deck-là, puis 2 tuiles de famille au hasard. Fait que tout ça, c'est relativement aléatoire, là, comme je dis. Là, fait que vous allez recevoir. Fait que là, vous recevez tout ça, vous le recevez tout en même temps. Fait que là, je peux le faire pour moi, mettons que je suis bleu. Là. Puis ma couleur de prédilection. Fait que je reçois 2 instruments, je reçois 2 patrons. Là, ça ne vous dira pas grand-chose au début. Là. Je reçois 4 objectifs personnels qui, sans surprise, sont des espèces d'objectifs que seul moi, je peux accomplir, puis que je garde secret jusqu'à la fin de la game, puis que je révèle genre, haha, moi j'avais ça, puis je viens de scorer un petit paquet de points de victoire. Puis je recevrais, admettons, au hasard, là, pour vraiment de façon de shuffler ça de manière intelligente pour l'instant dans Tabletop Simulator. Ça doit être automatisé dans le setup, là. Mais je recevrais 2 tuiles de famille aléatoires. Puis là, je prends connaissance de tout ça. En fait, officiellement, la première chose que vous devez choisir, c'est votre famille. Puis c'est pas bête parce que chaque famille, bon, il y a du petit flavor au début. Là, bon, des informations importantes là, sur un crest de famille. Fait en haut, le chiffre. Ce plus bas chiffre-là parmi les joueurs qui sont actifs dans la game va être premier dans le turn order. Fait qu'il y a 8 familles, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que ils sont numérotés vraiment de 1 à 8. Il n'y a pas de chiffre pareil. Fait que quelqu'un prend la famille 1, mettons, c'est sûr qu'il va être premier au niveau du turn order. Si je prends la famille 2, peut-être que je vais être premier aussi si personne d'autre a choisi le 1 autour de la table. Parce que ça, je vais en choisir évidemment une des deux. Et l'autre, je vais la défausser. Il y a du petit flavor. Ensuite, il y a vos ressources de départ en termes de combien de cubes vous startez avec, là, de poils, de bois, puis de roches, combien de fric vous commencez avec, puis combien d'inspiration vous commencez avec. Mais le bout, peut-être pas, ouais, un des bouts les plus importants, c'est que l'habilité qui est en dessous est vraiment unique, puis normalement est vraiment forte en crise.
Puis là, il y a de l'équilibre. J'imagine que la famille, peut-être, qui est cotée 1, donc qui va être première en turn order, a une habileté un petit peu moins forte par rapport à celle qui est 8, qui est assurée d'être dernière au début, qui, elle, a peut-être une habileté un petit peu plus forte. Là. Comme celle qui commence en premier, une habileté un petit peu plus faible pour compenser. Anyway. Fait que vous avez ça. Ensuite, vous avez du texte qui est là. Mais pour l'instant, vous choisissez, la première affaire que vous faites, c'est que vous choisissez votre famille. Vous recevez les cadeaux qui sont au milieu en termes de ressources. Ensuite, vous allez choisir l'autre, vous la décollissez parce qu'elle ne sera pas utilisée. Là. Puis une fois que c'est fait, ben, j'y reviens dans 2 secondes. Après ça, vous allez choisir un des 2 instruments qui vous a été donné. Puis l'autre, vous allez le crisser dans le bottom du deck. Ensuite, vous allez choisir un des 2 patrons qui vous a été distribué, puis vous allez le placer sur une des 3 slots de patrons que vous avez, puis vous allez gagner le cadeau qui est indiqué sur la slot que vous choisissez, soit 4 piastres, un cube une ressource de votre choix ou un apprenti. Là. Fait que vous allez le prendre, vous allez le colisser où vous voulez. L'autre patron est défaussé, je pense. Puis, sur les 4 personal goals que vous avez, vous allez en sélectionner 2. Puis les autres, vous allez les colisser dans la boîte, ça ne reviendra pas. Puis ça, combiné aux awards publics, là, ça devient vraiment un de vos buts d'envie, en tout cas, là, d'accomplir qu'est-ce qui est là-dessus. Puis après, c'est là que vous allez faire l'habilité qui est dans le bas de votre affaire. Dans ce cas-là, ça me permet de piger 3 cartes de performance puis d'en compléter une tout de suite en partant, comme si j'avais un skill level de 5, puis je retourne des autres sur le top ou le bottom du deck comme je veux. Celui-là me permet d'aller au market directement. Fait que lui, il commence avec aucun cube, mais il commence avec 20$, puis il vous permet d'aller au market avec la carte de base, qui est une carte relativement balancée, là, où est-ce que tout est pas mal égal. Là. Puis il vous permet d'avancer aussi direct en partant sur cette track-là, ce qui va vous donner une petite longueur d'avance sur les autres. Puis ils ont toutes des affaires intéressantes. Il y a une famille, c'est elle que j'ai eue dans mon playthrough sur BGA, là, mais il y a une famille qui commence direct avec son Worker 2. C'est fort en hostie, vous l'avez 2 tours avant tout le monde. Fait qu'une fois que vous avez choisi votre famille et que vous avez fait la petite habilité qui est là, comme je disais, l'autre à décalisse, puis ça l'est, ça, la seule asymétrie qu'il y a dans le jeu. Après ça, vous allez vraiment, pour le flavor, mettre votre famille du côté du portrait familial. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus d'habilité spéciale par rapport aux autres. Comme je disais, les player boards sont toutes pareilles. Puis c'est la façon que vous allez avoir organisé votre setup là, qui va faire en sorte là, que vous allez avoir des petites affaires différentes par rapport aux autres. Mais à partir du moment où ça c'est fait, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça. Puis là, on est pas mal sur comme on dit, là, un playing field qui est égal là, pour tous. Là. Fait que voilà, c'est le setup de Luthier. Fait on va tout couvrir. Comme je disais, c'est une playlist complète de A à Z. J'ai pensé faire des règles express, mais j'ai le goût de le savourer, celui-là. J'ai le goût de vous expliquer les règles à ma façon habituelle, c'est-à-dire en prenant mon temps. Fait que voilà, manquez pas la suite de la playlist. À plus.